Les mathématiciens nomment ce modèle le tor. Dans un tor, l'énergie arrive par une extrémité, circule autour du centre et ressort par l'autre extrémité. Un tor est équilibré, autorégulé et toujours entier. Officiellement, c'est le scientifique et inventeur Arthur Young qui m'a, le premier, présenté le tor. Le futuristique Duane Elgin explique comment le tor constitue le modèle primaire utilisé par la nature pour la vie à tout niveau. L'évolution implique de s'ouvrir, se déployer. La question est donc la suivante, qu'est-ce que l'univers déploie? Ce que l'univers déploie, ce sont des systèmes auto-organisés, et vous pouvez le constater à tout niveau. Un système auto-organisé est un terme technique utilisé pour décrire simplement un système qui se connaît lui-même en profondeur. Nous pouvons voir et observer ces formes auto-organisées partout dans la nature. Nous les trouvons sur la coupe transversale d'une orange ou d'une pomme. Nous les observons dans la nature dynamique d'une tornade. Nous les voyons dans le champ magnétique autour de la Terre et dans un champ magnétique similaire autour d'un individu. Nous pouvons le voir dans la structure d'une galaxie spirale tout entière. Nous pouvons l'observer dans la structure d'un petit atome. À toutes les échelles et au cours de toute son histoire, l'univers a un projet unique, cultiver des tors. L'univers est une usine qui cultive des tors. Ces dynamiques toroïdales sont visibles à différents niveaux. L'un d'entre eux est le niveau galactique. D'énormes structures tournoyantes composées de milliards d'étoiles. Généralement, cela ressemble à de grands bras de galaxies qui se retournent et qui se caractérisent par des tourbillons qui partent du centre et s'étendent jusqu'au bord du halo galactique qui les entoure. Les étoiles quittent le disque galactique pour arriver dans le halo, descendent dans les tourbillons et repartent en arrière de nouveau. Des étoiles que nous connaissons, telles qu'Arcturus par exemple, ont déjà emprunté cette voie. Cette description s'applique même à l'atmosphère de notre planète. Les conditions météorologiques partent du pôle Nord pour descendre à l'équateur, puis font marche arrière. Depuis le pôle Sud, elles remontent vers l'équateur puis redescendent. Même les dynamiques à la surface du Soleil sont très similaires. Bien sûr, dans le cas présent, nous adoptons une approche depuis une perspective extérieure, sur un modèle à petite échelle. Quand vous regardez le système solaire ancré dans la galaxie, ancré dans l'amas, ancré dans le superamas, nous voyageons dans cette mer infinie où circule une infinité de tors. Le tor est comparable à la respiration de l'univers. Il s'agit de la forme que prend le flux d'énergie à tout niveau de l'existence. Mais il y a également une structure sous-jacente dans laquelle les flux s'assemblent, comme une sorte de squelette. Elle porte le nom de vector equilibrium, un terme inventé par l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, Buckminster Fuller. Inspiré par le travail visionnaire de Fuller, j'ai passé des dizaines d'années à effectuer des recherches sur les dynamiques du vector equilibrium et du tor. Le potentiel de la forme d'énergie toroïdale m'a tellement subjugué qu'en 1997, j'ai cofondé un groupe de réflexion multidisciplinaire, le Symposium Sequoia, afin d'étudier ce modèle et d'explorer ses applications. Les recherches que nous avons cumulées m'ont convaincu que le tor et le vector equilibrium sont des modèles primaires fondamentaux pour la création de l'univers à tout niveau. Lors des réunions du Symposium Sequoia, j'ai appris que certains inventeurs prétendaient utiliser la dynamique du tor comme point de départ pour des appareils générant de l'énergie sans combustion. Ce progrès révolutionnaire, ouvrant sur ce qui est parfois appelé point zéro,
radiant ou encore énergie libre, est désormais plus simplement appelée technologie de la nouvelle énergie. Puisque la souffrance dans notre monde résulte si souvent du manque d'accès à l'énergie, j'ai réalisé qu'une énergie gratuite, illimitée et propre constituerait l'une des avancées les plus marquantes de l'histoire. Plus qu'améliorer, cela pourrait carrément transformer la qualité de la vie sur cette planète. J'ai donc commencé à me demander qui d'autre avait connaissance de ce modèle, de cette puissante source d'énergie potentielle. Lors du symposium, des scientifiques m'ont montré comment le Thor avait été encodé par différentes cultures depuis des millénaires. Apparemment, les cultures ancestrales ont ancré ce code dans les formes les plus durables dont elles disposaient, dans les histoires, les icônes, les alphabets et les constructions. Nous voici sur l'un des plus vieux sites sacrés du monde, le temple d'Osiris à Abydos, en Égypte. Très peu d'écrits ont été trouvés dans le temple d'Osiris. Cependant, il existe une information très importante dans ce temple. Sous la forme d'un dessin à peine visible, mais clair et précis. Il n'est pas gravé dans la roche. Il n'est pas sculpté. De manière extraordinaire, il est brûlé dans la structure atomique de la roche. Nassim a décodé le symbole d'Osiris en 3 dimensions. Étant donné que notre monde n'est pas en 2 dimensions, il est logique que les codes donnant des informations à son sujet ne soient pas limités à des représentations plates. Sa version tridimensionnelle du symbole d'Osiris commence par le vector equilibrium, un champ de force parfaitement équilibré, avec 12 lignes d'énergie égales qui rayonnent. Elle stabilise son centre comme les 12 rayons d'une roue. Le modèle primaire du flux d'énergie équilibré autour de cette structure est le Thor. Nous passons maintenant au niveau suivant, plus vaste, avec un total de 64 pyramides appelées tétraèdres. Si nous plaçons des sphères dans la représentation du champ d'énergie toroïdal entourant chacune des pyramides, et que nous écartons les pyramides, nous nous retrouvons avec une matrice qui, étonnamment, se superpose exactement à l'icône d'Osiris. Un modèle en 3 dimensions de celui brûlé dans le mur du temple égyptien il y a des milliers d'années. Maintenant, changeons de continent, passons de l'Égypte à la Chine, où la même géométrie apparaît sur un autre site sacré construit en 1420. Rendons-nous à la cité interdite, où résident les dieux du soleil, et où l'on trouve à l'entrée les chiens fous, gardiens de la connaissance. Ils gardent la connaissance sous leurs pattes. La même géométrie de 64 unités d'énergie est de nouveau encodée. Je me suis alors demandé si le fait que le même dessin apparaisse dans des lieux importants sur 2 continents différents était une simple coïncidence. Mais ensuite, Nassim m'a montré que cette géométrie de 64 unités d'énergie est encodée dans différentes cultures tout au long des siècles, partout dans le monde. L'arbre de vie kabbalistique hébreu crée également une structure identique, le vector equilibrium, y est de nouveau intégré à chaque niveau. L'antique sagesse chinoise intitulée Yi Jing est basée sur 64 hexagrammes, symboles composés d'une série de 6 lignes, certaines continues, d'autres cassées. Ceux-ci, une fois assemblés comme les 6 bords d'un tétraèdre, forment le cristal à 64 tétraèdres. Le même modèle réapparaît dans la recherche scientifique moderne. La double hélice se caractérise par un alphabet de 64 codons utilisés pour encoder notre ADN humain. J'avais constaté que la connaissance de la géométrie vivante de l'univers était très avancée il y a des milliers d'années. Mais comment donc pouvait-il en savoir autant ?
La plupart des histoires de l'Égypte ancienne, des Mayas et des Incas, évoquent les dieux du soleil descendant sur la terre et enseignant aux hommes l'ingénierie, l'écriture et toutes leurs sciences. J'ai commencé à me demander si tous ces dieux du soleil n'étaient pas des civilisations avancées provenant d'une autre partie de notre galaxie. Dans beaucoup de cultures anciennes, les textes les décrivent comme arrivant dans des bateaux volants, ou dans la tradition védique, des machines volantes, etc. La venue de ces dieux du soleil a été mentionnée à maintes reprises à travers l'histoire. Se pourrait-il que ces premiers pilotes d'au-delà de notre monde soient à l'origine du partage de ce code? Se pourrait-il qu'ils exploitent vraiment son pouvoir pour se propulser à travers le cosmos? Je ne pensais pas que mes recherches me mèneraient jusque-là, et ces notions ont ébranlé mon univers. Mais Nassim disposait de preuves imposantes pour appuyer ses théories, et je ne voyais pas d'autre moyen rationnel permettant d'expliquer que des concepts mathématiques et physiques avancés remontent à plus de 3000 ans. J'ai fait appel à l'un des chercheurs les plus expérimentés, le Dr Stephen Greer, fondateur du Centre d'études de l'intelligence extraterrestre. Il a mené des centaines d'entretiens avec des témoins militaires et gouvernementaux haut placés. Donc lorsque nous parlons d'intelligence extraterrestre, nous parlons de civilisations douées de sensations comme nous, mais dont les technologies et peut-être les capacités sociales sont telles qu'elles ont été capables de devenir des civilisations interstellaires ou interplanétaires. Si vous considérez le fait que les estimations les plus prudentes suggèrent que dans la galaxie de la Voie lactée, il existe au moins 10 000 planètes identiques à la Terre, avec une vie intelligente, et qu'il est probable qu'au moins la moitié soit au moins aussi avancée que nous, il devient presque certain qu'il existe une vie intelligente en dehors de la Terre, qui maîtrise les lois de l'univers au-delà de ce qui est actuellement enseigné au MIT et à l'Institut de technologie de Californie, suffisamment pour être capable d'effectuer des transferts à travers l'espace-temps, en temps réel, sur de grandes distances interstellaires. Nous disposons de plus de 4000 cas d'objets ayant atterri sur la Terre ferme et ayant laissé une preuve physique de leur passage. Nous disposons de plus de 3500 cas de pilotes rapportant ces faits. Nous disposons de centaines de cas, y compris celui du plus éminent chercheur de l'administration fédérale de l'aviation civile américaine, John Callahan, ainsi que de nombreux autres opérateurs ayant pu suivre sur radar ces objets parcourant des dizaines de milliers de kilomètres par heure ou se dématérialisant et réapparaissant ensuite à un autre endroit du ciel. Oui, il y a bien eu visite extraterrestre. Il y a eu des vaisseaux écrasés. Il y a eu des matériaux et des corps récupérés. Nous sommes en contact avec des étrangers qui ne viennent pas d'un autre pays, mais d'un système solaire différent. Et j'ai été complice de cela. J'ai vu des documents faisant référence au Roosevelt rapportant plusieurs exemples d'objets volants non identifiés, et ce particulièrement après le chargement à bord d'armes nucléaires. Et mon commandant m'a dit, « Jordan, qu'as-tu dans ton journal de bord? Ce n'est jamais arrivé. » Les membres d'équipage qui étaient de service ainsi que ceux qui venaient de terminer ont tous vu l'OVNI voler en plein ciel. C'était un objet métallique circulaire et d'après ce que j'ai compris, les missiles étaient à l'arrêt. Cela signifie qu'ils étaient hors service. Quelque chose avait mis ces missiles hors service. Maintenant, rappelez-vous, ces objets volent à plusieurs milliers de kilomètres par heure. Cette chose tire un faisceau lumineux vers l'ogive, la touche, puis repart dans les airs. Alors que nous sommes tous ébahis, elle tire à nouveau, fait le tour, tire encore, puis encore, et disparaît comme elle est venue, et l'ogive est HS. À ce moment-là, nous avons eu la sensation d'avoir été en présence d'extraterrestres. Ils ont pris le film, ont dévidé la pellicule jusqu'à l'endroit où apparaissait l'OVNI, puis ils ont pris une paire de ciseaux et ils ont coupé. Ils ont mis cette partie sur une autre bobine et l'ont rangée dans leur porte-documents. Ils ont rendu le reste du film au Major Mandsman et lui ont dit « Pas besoin de vous rappeler, Major Mandsman, la gravité d'une atteinte à la sécurité nationale, n'est-ce pas? Nous considérons que l'incident est clos. »
Allez raconter que vous avez été impliqué dans un incident avec un ovni. On vous regardera en se disant qu'on ferait mieux de vous passer la camisole. Parmi toutes les preuves attestant de l'existence des ovnis, un phénomène extraordinaire ne cesse de me surprendre et de m'inspirer. Il s'agit, un peu partout dans le monde, de l'apparition des crop circles, cercles dans les champs. Ces formes élaborées apparaissent mystérieusement dans les cultures de céréales, de telle manière que les tiges sont couchées, mais pas coupées. 5000 de ces formes sont apparues dans 30 pays, essentiellement en Angleterre. Les médias ont incité beaucoup de gens, moi y compris au début, à voir dans ces formes un canular, l'œuvre d'un petit réseau de blagueurs agissant la nuit. Bien sûr, il y a eu de fausses versions, mais celles réalisées par la main de l'homme sont grossières en comparaison avec la majorité de ces élégantes créations. Les blagueurs ont-ils pu créer l'ensemble des 5000 formes répertoriées? Un petit nombre de personnes équipées de cordes et de planches a-t-il pu créer quelque chose d'aussi complexe et beau, en plein milieu de la nuit, sous une pluie battante et sans laisser d'empreinte dans le sol? Le champ magnétique à l'endroit où les cultures ont été couchées pour créer l'image est souvent chargé en électricité statique. Certaines de ces surfaces sont jonchées d'étranges particules magnétiques. L'une des créations les plus étonnantes ne représente pas un cercle, mais un rectangle qui semble être une réponse directe à un message envoyé dans l'espace en 1974. Le message était un signal radio indiquant la localisation de notre planète dans le système solaire et la présence des terriens, envoyé dans l'espoir qu'il puisse être reçu et interprété par une intelligence extraterrestre. 27 ans plus tard, en 2001, cette création sur culture est apparue en Angleterre, avec ce qui pourrait bien être un autoportrait de l'expéditeur. Ce message correspond au format du signal de la NASA et décrit un système solaire différent du nôtre. Il fournit une image de l'expéditeur, de l'ADN non humain et une antenne micro-ondes qu'ils ont apparemment utilisée pour communiquer au lieu de l'antenne radio que nous avions utilisée. Le symbole de l'antenne était apparu une année auparavant exactement dans le même champ, juste à côté d'une antenne radio en service, similaire à celle que la NASA avait employée pour envoyer le signal original. La NASA continue de nier tout contact extraterrestre, quel qu'il soit. Et pourtant, année après année, ces créations spectaculaires apparaissent. Que peuvent-elles donc signifier? Voici des versions bidimensionnelles qui semblent révéler le Thor en 3D. Et ici, nous avons le vecteur équilibrium. Et la forme correspondante de 64 unités d'énergie que nous avons vues encodées dans les arts de tant de cultures anciennes.
Lorsque j'ai constaté la cohérence entre les crop circles et les encodages antiques, j'ai pensé sans me préoccuper de qui les avait créés et de leur provenance, que ces dessins devaient avoir un rôle important. Ils sont tellement cohérents. J'en suis venu à croire que le modèle du Thor et le Vector Equilibrium, particulièrement sous la forme du cristal à 64 tétraèdres, nous montrent comment l'énergie fonctionne dans l'univers, afin que nous puissions apprendre à nous aligner sur elle. Je crois qu'ils nous fournissent un modèle pour accéder à l'énergie d'une manière propre, sûre et illimitée, ainsi qu'un nouveau moyen de propulsion. Quel message plus important pourrions-nous recevoir, surtout maintenant, de leur point de vue, étant donné que nous commençons à étendre notre emprise négligente au-delà de notre planète? J'ai eu confirmation de cette notion lorsque j'ai rencontré le docteur Jack Kasher, ancien professeur de sciences physiques à l'Université du Nebraska, qui a également mené des recherches sur les phénomènes liés aux ovnis. Lors de sa présentation au symposium Sequoia, le docteur Kasher a montré une remarquable série de dessins réalisés par une femme, Lane Andrews, qui prétendait avoir été invitée sur un vaisseau extraterrestre. J'ai été surpris de voir les croquis détaillés du champ d'énergie toroïdal dont elle expliquait qu'il propulsait l'engin et protégeait ses passagers. Par la suite, je me suis entretenu avec James Gilliland. James dispose de nombreuses heures de films portant sur les ovnis dans son ranch de Mount Adams, dans l'État de Washington. Il prétend également avoir été embarqué à bord d'un vaisseau extraterrestre. Ce qui m'a sidéré, c'est le fait qu'il n'avait jamais rencontré Lane Andrews et qu'il n'avait pas connaissance de son expérience. Pourtant, il a décrit un phénomène étonnamment similaire, de nombreux vaisseaux pourvus d'anneaux de lumière tournoyants. Se pouvait-il que le fait que James et Lane décrivent la même dynamique du Thor et que ces deux personnes aient été considérablement harcelées par le gouvernement et les militaires soit une coïncidence? Pour certains, l'idée de l'existence des ovnis peut paraître folle. Pourtant, d'un autre point de vue, cette idée est tout à fait plausible. La Terre est âgée de 4,5 milliards d'années, soit 4500 millions d'années. Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une autre planète presque comme la nôtre? Disons une planète âgée de 4501 millions d'années. Ses habitants ont 1 million d'années d'avance sur nous, et à l'échelle galactique, ils sont presque nos jumeaux. Où serons-nous dans 1 million d'années? Nous aurons résolu tous ces problèmes et trouvé d'autres voies, qu'il s'agisse de trous de verre ou de brèches spatio-temporelles. Il doit y avoir un moyen de générer de l'énergie afin de pouvoir la tirer du vide. Le fait qu'ils soient présents nous montre qu'ils ont trouvé ce moyen. C'est un choc important pour le système humain. Je comprends que les gens de notre génération qui aspirent à occuper des fonctions politiques, etc., n'osent pas aborder la question. Parce qu'il s'agit là d'une remise en question de notre vision du monde. C'est un défi fondamental à notre vision du monde. Nous en sommes donc là, une espèce relativement immature qui se débat avec une possible autodestruction. Si s'aligner sur le Thor implique de détenir la clé d'une nouvelle forme d'énergie, propre et sûre, imaginez les conséquences. Cela pourrait représenter l'avancée technologique la plus révolutionnaire de tous les temps. Qui ne voudrait pas d'une source d'énergie illimitée et disponible gratuitement? Il s'agit d'une question clé. C'est ce qui m'a conduit au point suivant. Il s'avère que les scientifiques, depuis le début des années 1900, ont mis au point des méthodes alternatives pour accéder à l'électricité sans combustion. Nikola Tesla a cru qu'il avait découvert ce qu'il appelait l'énergie radiante. Beaucoup de scientifiques pensent qu'il a introduit ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie libre. Mais avant que Tesla n'arrive au terme de son projet, son financier et banquier JP Morgan, qui détenait le monopole du cuivre utilisé pour fabriquer les lignes électriques, reconnut que l'invention de Tesla pouvait émettre de l'électricité sans câble et il cessa de financer Tesla. Le laboratoire de Tesla fut réduit en cendres et Tesla fut mis à l'écart. Tout ça parce qu'il avait essayé de mettre en œuvre sa vision d'une énergie illimitée pour tous.
Un inventeur contemporain, Adam Trombley, a été inspiré par le travail de Tesla et par les possibilités liées au Thor. Trombley a construit une dynamo, un générateur de courant direct pouvant récupérer l'énergie électrique directement dans l'air. Nous voulions démontrer qu'en imitant le champ magnétique d'une planète et en faisant tourner ce dispositif, nous pouvions créer une dynamo qui fonctionne. Et dans les faits, cela a fonctionné. Cela fonctionne. Lorsque nous contemplons la nature, Jupiter ou une dynamo telle que la Terre tournant dans l'espace, on parle fondamentalement d'un aimant qui évolue dans l'espace. Les lignes de flux de l'aimant se répandent dans ce modèle toroïdal du champ magnétique. Il s'étire et se contracte également. Il respire. Il absorbe littéralement l'énergie de l'espace et la transforme. Rien que dans cette toroïde, nous avons suffisamment d'énergie pour transformer la planète entière. Ce n'est pas juste un exposé théorique, c'est la réalité. Réfléchissez un peu aux implications que cela induit. Cela signifie que n'importe quel endroit sur la Terre dispose soudainement d'énergie. Chaque personne sur Terre dispose soudainement d'énergie. C'est la profusion universelle. Trombley avait été invité à faire une démonstration de l'un de ses générateurs aux Nations Unies et au Sénat américain, mais la première administration Bush a torpillé ces événements. Ensuite, l'appareil lui-même a été saisi lors d'un raid gouvernemental. L'expérience de Trombley n'est pas un cas unique. À chaque fois, ou presque, que j'ai rencontré l'inventeur d'une technologie prometteuse dans le domaine de l'énergie libre, il m'a raconté une histoire similaire. L'inventeur John Bedini a commencé à travailler en se basant sur les théories de l'énergie radiante de Tesla il y a plusieurs dizaines d'années. Il a produit un éventail de chargeurs de batterie qui généraient plus d'énergie qu'il n'en fallait pour les faire fonctionner. Il a annoncé qu'il allait les commercialiser à bas prix. Peu de temps après, il a été agressé dans son laboratoire et prévenu qu'il ne devait pas fabriquer les machines. Pour sa propre sécurité, il a dû abandonner l'idée de commercialiser des appareils à énergie libre. Tous ces dispositifs proviennent de laboratoires que j'ai personnellement visités. Il est vrai que la qualité de ce film est évidemment mauvaise, et je ne m'attends pas à ce que vous soyez convaincus. Ce que je veux dire, c'est qu'ayant été là-bas avec ces inventeurs, accompagnés d'experts, et voyant ces appareils à nouvelle énergie en service, j'ai été convaincu que la technologie est réelle, et que ses implications sont exaltantes. Le Canadien John Hutchinson a non seulement créé des piles fonctionnant à l'énergie libre, mais il a également utilisé les théories de Tesla pour contrer la gravité, afin de faire flotter les objets. Cela pourrait révolutionner le domaine de la propulsion. Son laboratoire a été cambriolé et son équipement saisi par la police et les autorités en 1978, 1989 et de nouveau en 2000. L'un des scientifiques avec lequel nous souhaitions nous entretenir dans le cadre de ce film était le docteur Eugene Malov, un ingénieur du MIT et de Harvard, rédacteur en chef du magazine Infinite Energy, qui traite des développements théoriques et technologiques dans le domaine de l'énergie nouvelle. Dr Malov a été mystérieusement battu à mort en 2004. Si ces inventeurs étaient tous des blagueurs et des charlatans, je me suis demandé pourquoi ils avaient été supprimés de manière si brutale et systématique. J'ai demandé à Adam Trombley, l'inventeur de l'énergie libre, pourquoi il pensait que cette technologie était en cours de suppression et si le phénomène des ovnis y était lié. Plusieurs militaires importants ont pris des risques majeurs en disant « oui, ces choses sont réelles ». Pourquoi pensez-vous que le complexe militaro-industriel ne veut pas entendre parler de ça? Parce que cela vous pousse à vous demander quel type de technologie se cache derrière. Tout tient à cela. La suppression du phénomène des ovnis va de pair avec celle de ce qu'on appelle l'énergie libre. L'énergie est extraite de la structure de l'espace qui nous entoure, ce qui signifie qu'elle ne peut être mesurée. Il s'agit là d'une menace directe à l'égard de l'industrie la plus importante au monde, celle de l'énergie. Adieu ExxonMobil, adieu pétrole, adieu charbon, adieu lignes électriques. Tout cela serait du passé. Malheureusement, il s'agit d'une tirelire de quelques 200 000 milliards de dollars.
Les réserves avérées de pétrole, de gaz et de charbon sont estimées à 200 000 milliards de dollars. La révélation de cette information modifierait complètement le pouvoir géopolitique, plus que tout autre événement jamais enregistré dans l'histoire humaine. Et cela se produirait en une génération. J'ai commencé à étudier ces solutions révolutionnaires, et à ma grande surprise, beaucoup ont été éprouvées dans des centaines de laboratoires à travers le monde. Pourtant, elles n'ont pas vraiment vu le jour. Plutôt que de faire entrer les choses en collision et d'essayer d'en contrôler l'explosion, ces nouvelles technologies comptent sur l'harmonisation, la composition avec ce qui existe naturellement. Le dénominateur commun de l'ensemble des dispositifs à énergie libre que j'ai vus est qu'ils imitent, d'une manière ou d'une autre, la forme d'énergie du thor. Vous n'avez pas besoin de croire en la technologie de l'énergie libre pour vous inquiéter de la répression des idées et des inventions. Je me suis dit, quelle meilleure manière de justifier notre dépendance au pétrole, au charbon, au nucléaire et aux autres technologies dangereuses et impropres que de prétendre qu'il n'existe pas d'alternative meilleure et moins chère. C'est mon épouse bien-aimée et partenaire créative, Kimberly, qui s'est toujours assurée de me rappeler les implications humaines liées à mes recherches scientifiques. De mon point de vue, aussi intriguant que le thor, les extraterrestres et l'énergie libre puissent être, la question essentielle restait la suivante. Est-ce que la compréhension de ces choses aiderait vraiment à alléger les souffrances humaines? Et il s'avère que la réponse est oui. Tant de souffrances sur la planète sont liées au manque d'accès à l'énergie. Se chauffer, se nourrir et avoir accès à l'eau, se soigner dans un hôpital, tout ceci est lié à l'accès à l'énergie. S'il existe un modèle fondamental dont je pense que l'évolution serait efficace et qui nous permettrait de créer de nouvelles technologies afin de résoudre ces problèmes, alors cela vaut la peine que j'ouvre mon esprit à ces sujets socialement tabous. Si les technologies de la nouvelle énergie étaient mises à disposition gratuitement à travers le monde, le changement serait profond. Il affecterait chacun d'entre nous et serait applicable partout. Ces technologies représentent la chose la plus importante qui se soit produite dans l'histoire du monde.